Nous voici de retour après cette jolie pause musicale avec piano romantique au bar de l'économie, bien sûr. Honneur aujourd'hui à l'agriculture et à la santé avec mes invités du jour. Aïssa Khelifa, le patron de 1000 vues, Alvin Sévérien, le patron de Algama, et puis Romaric Janssen pour Drive for Good. Romaric Janssen, comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette start-up dans la déshydratation des aliments ? Alors en fait, j'ai eu l'occasion de travailler dans l'industrie agroalimentaire par le passé et je me suis assez rapidement rendu compte, comme beaucoup d'entre nous, que le consommateur aujourd'hui est de plus en plus exigeant. C'est pire que ça, il est même persuadé que l'industriel l'empoisonne, ce qui est un vrai problème. Et en même temps, l'industriel a des contraintes de production qui font qu'il faut bien faire ce qu'il faut pour une bonne recette. Dès lors, on s'est rendu compte que la clé pour l'industriel, c'est le bon ingrédient. Si on arrive à avoir un ingrédient qui est le meilleur possible, le plus qualitatif et le plus fonctionnel, il va pouvoir réduire la liste d'additifs qui sont aujourd'hui utilisés pour apporter des fonctions à la recette du produit final. Enfin, il y a aussi trop de gras, trop de sel. Trop de gras, trop de sel. Effectivement, pourquoi on met du sel, par exemple, pour exhauster le goût? Alors quand on arrive à déshydrater un produit en gardant tout le goût, on n'a plus besoin de rajouter un exhausteur de goût. Le sucre est aussi un exhausteur de goût. Le gras est un exhausteur de goût. Donc c'est vrai que quand on arrive à garder le sucre naturel d'un produit, c'est le meilleur moyen de conserver le goût naturel. Oui, parce que j'ai dit trop de gras, trop de sel, mais il faut aussi dire trop de sucre. Ouais. Et quand même, ça enlève tout le goût finalement, tous ces additifs qui sont déjà naturels. Parce que vous avez parlé d'additifs. Bon, j'ai pas parlé des additifs chimiques, mais il y en a plein d'autres. Les etc. Voilà, il y en a plein d'autres. Ils ont tous une fonction bien dédiée. C'est vrai que pour la partie notamment des édulcorants, l'idée est de rapporter du goût à une matière qui a perdu son goût dans le process industriel. Alors du coup, vous avez l'idée de prendre... Est-ce qu'on peut déshydrater n'importe quel produit? Alors techniquement, tout ce qui contient de l'eau. Donc tout. Tout. Maintenant, c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins utile. Dans notre cas, nous déshydratons essentiellement des matières végétales, des fruits, des légumes, des aromates, des champignons. Et on va se concentrer vraiment à ne retirer que la molécule d'eau et à laisser tout le reste dans le produit. Donc on ne se contente pas juste de déshydrater, on essaye de le faire sans oxyder le produit, sans le cuire, sans le chauffer. Et c'est ça qui est très novateur. Et on arrive à avoir un produit qui est parfaitement sain, dans lequel nous ne rajoutons absolument rien. On a juste retiré un peu d'eau. Alors expliquez-nous un petit peu, donnez-nous quelques exemples, parce que vous en avez apporté, donc tous ceux qui nous voient à la caméra en vidéo, ils vont pouvoir voir un petit peu ce que vous avez apporté aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui nous écoutent en son, on va décrire. Donc à vous l'honneur, Romaric Janssen. Alors j'ai apporté 3 types d'ingrédients différents. C'est que des ingrédients très locaux. Ça, c'est des choses qu'on trouve à 20 km d'ici. Ce qui est assez intéressant. On a d'abord du panais. Alors désolé, je sais qu'on est au petit déjeuner, c'est pas forcément ce qu'on a envie de manger, mais on a du panais qui est donc issu d'un agriculteur qui produit ça pas très loin d'ici. L'idée du panais, là, il est en format chips. Habituellement, on le vend plutôt en format cube ou poudre, et ça va vraiment être un ingrédient qu'on va apporter pour des recettes plutôt salées chez l'industriel. Nous, on s'adresse avant tout aux industriels de l'agroalimentaire. Et l'idée est d'avoir quelque chose d'assez... bon là c'est très croustillant, ça se consomme aussi pour l'apéritif. On peut imaginer une chips de légumes dans laquelle on va avoir pas d'huile, pas de sel, rien d'ajouté, pas d'enrobage en fait. Donc on a vraiment que le produit. Je vous apportais également de la fraise parce que forcément la fraise ça fait un peu rêver, ça rappelle l'été, c'est sympa. Cette fraise, elle a été déshydratée cet été, on peut encore la consommer en plein hiver, c'est pas un problème. Elle se garde minimum 2 ans. Donc c'est tout l'intérêt, c'est de pouvoir manger hors saison des produits qui ont été cultivés et déshydratés. C'est la conservation, c'est ce que j'allais vous demander. Combien Exactement. de temps pouvez... Est-ce que tous les produits, c'est la même durée, c'est 2 ans, tous les produits déshydratés, ou il y en a c'est moins ou Ça plus? va dépendre du packaging essentiellement. Nous, on assure une teneur en eau finale dans le produit qui permet une conservation la plus longue. Donc c'est plutôt le packaging qui va plus ou moins laisser rentrer l'humidité ou la lumière. Donc nous, c'est vrai que comme on s'adresse aux industriels, on va essentiellement utiliser de l'aluminium avec un film alimentaire qui va permettre d'optimiser la conservation. Alors tout à l'heure, vous avez dit pas loin d'ici. Il faut dire que vous êtes installé en Val d'Oise pour que l'auditeur comprenne et que votre objectif, c'est de travailler localement parce qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs dans la région du Val d'Oise et autour. Donc c'est ce que vous privilégiez pour le moment? Alors c'est ce qu'on privilégie pour plusieurs raisons. Il y a déjà une raison très industrielle. C'est que nous, on déshydrate, donc on retire de l'eau, qu'une matière végétale comme un fruit contient en moyenne 90% d'eau. Si on se met à transporter de l'eau à travers le monde qu'on va déshydrater, on a perdu. Donc le plus intéressant pour nous, c'est de se rapprocher des filières de production et d'aller le plus possible déshydrater au bout du champ.
C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. C'est le meilleur moyen d'optimiser la logistique, de ne pas transporter d'eau, mais également de déshydrater des produits cueillis et récoltés à maturité. Ça veut dire que nos produits ne sont pas récoltés verts et ne vont pas finir de mûrir dans un container pour être déshydratés. Si on fait ça, on va avoir le goût du produit vert, le goût de l'acidité souvent très présente. On va le retrouver dans le produit fini déshydraté. Et c'est ce qu'on veut éviter. Donc le plus on va être capable de déshydrater un produit mûr, le plus on va avoir un produit fini bon. Meilleur. Et du coup, on peut faire un appel aux agriculteurs grâce à vous aujourd'hui, c'est-à-dire tous ceux qui, parce que j'ai entendu que certains qui produisent des champignons ont des stocks et ils ne savent pas les écouler vu que tous les restaurants sont fermés. Est-ce qu'à la limite, vous les acceptez? Ah oui, exactement. On a un vrai sujet de gaspillage alimentaire qu'on essaye de résoudre. Il faut savoir que 50% du gaspillage alimentaire mondial se situe entre le producteur et le premier transformateur. Nous sommes premiers transformateurs. Le plus on va être capable de se rapprocher de notre agriculteur, le plus on va limiter le gaspillage alimentaire. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on travaille dans le Val d'Oise, en région parisienne. Notre partenaire maraîcher principal, qui est Le Bon Plan, qui est au cœur du Val d'Oise, lui fait pousser notamment des tomates. Les tomates sont mûres au mois d'août. Au mois d'août, les Franciliens sont en vacances. Comment écouler les tomates? C'est là qu'on intervient et qu'on est capable de réduire les tomates en cubes et en poudre et les servir toute l'année aux agro-industriels. Donc de cette manière-là, on évite le gaspillage alimentaire et on valorise la production agricole puisque ce partenaire maintenant va retrouver sa tomate dans des recettes industrielles. Alors vous avez cité certains aliments, on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais il y en a quand même un qui est énorme et qui contient beaucoup de sel et beaucoup de gras, c'est les chips. Est-ce que là, c'est un produit qu'on vous demande? Alors c'est un produit qui nous est demandé, effectivement. C'est un produit qu'on peut travailler sans difficulté. Nous, on rajoute rien dedans. Alors, je suis désolé, elles sont un petit peu cassées, mais par exemple, ça, c'est de la chips de pomme. C'est très intéressant parce que la chips de pomme existe depuis la marque Vico dans les Krusty Pommes dans les années 80. Ici, on va vraiment avoir une pomme qui, quand on va la déguster, va retrouver le goût de la pomme fraîche. On n'aura pas le goût de la pomme cuite, mais vraiment le goût de la pomme fraîche, sans ajouter de sucre. Puisque souvent dans les procédés de séchage à chaud, on rajoute du sucre pour rapporter du goût qui a été perdu lors d'une pseudo-cuisson. Nous, on ne va pas avoir ce problème-là. Et on va avoir une texture aussi, quand vous allez manger ce morceau de pomme, en fin de bouche, vous allez retrouver exactement les petits morceaux de pomme qui restent entre les dents, là, qui nous énervent. Mais on va retrouver vraiment le croquant de la pomme. Et c'est là aussi où nous, on apporte quelque chose de différenciant, c'est à la réhydratation, nos produits sont très proches du produit frais. Alors du coup, vous vendez, comme vous l'avez dit, vos produits sous différentes formes. Vous avez cité, on a entendu rondelles, cubes, mais aussi julienne. Expliquez-nous pourquoi ces différentes formes et à qui ça s'adresse? Alors nous, la demande vient toujours du client, qui est l'agro-industriel, qui pour des tas de raisons industrielles a besoin soit de cubes, soit de tranches, soit plutôt de poudre. On fait finalement très peu de julienne. C'est vraiment marginal pour nous. La poudre est très demandée. Parce qu'en fait, vous allez trouver des produits déshydratés partout dans votre quotidien et vous vous en rendez pas forcément compte. Donnez-nous des exemples. Alors la fraise ou les fruits rouges, vous les retrouvez dans vos céréales le matin au petit déjeuner, dans votre muesli ou ce genre de choses. Mais ça, on les retrouve en tranches telles que vous venez de le montrer aujourd'hui. On ne les trouve pas en poudre. Non, pas en poudre à ce moment-là. Dans certains yaourts industriels, on va rajouter de la poudre de fruits, de la poudre de légumes. Ah donc quand on nous dit dans un yaourt industriel, c'est un yaourt aux fruits frais, en fait, c'est de la poudre déshydratée. Alors ça dépend, souvent c'est de la compote de fruits, dans laquelle ils vont rajouter une poudre, d'ailleurs en général c'est de la poudre de légumes, pour notamment de betteraves ou de carottes, qui va apporter de la couleur naturelle, ça évite de faire appel à un colorant, donc un additif. Donc justement l'agro-industriel a bien conscience qu'on peut remplacer les colorants artificiels et chimiques par des substituts tout à fait naturels. Ça va rapporter un peu de légumes, notamment si on met de la carotte, on peut rapporter du bêta-carotène. On a une capacité, nous, à conserver énormément la protéine dans le produit, à peu près à 95%, ainsi que la fibre, à peu près à 90%. Donc avec nos poudres, l'industriel va aussi rajouter de la fibre, rajouter de la protéine, ce qui va forcément optimiser son Nutri-Score. Alors, Romaric Janssen, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Dry for Good. Vous êtes incubé, j'allais dire, soutenu par plusieurs, structures. Et ça, c'est plutôt original. Vous avez choisi Wilco, ou ils vous ont choisi en tout cas, Agoranov et La Turbine. La Turbine, c'est donc en Val d'Oise. Pourquoi 3 différentes structures d'incubation? Et puis, mon autre question, ça va être sur cette magnifique levée de fonds que vous venez d'obtenir. On aimerait bien savoir pourquoi faire, bien sûr, puis comment vous avez procédé. Alors, en ce qui concerne les incubateurs, effectivement, nous sommes dans 3 incubateurs pour des raisons à chaque fois différentes.
Chez Agoranov, c'est pour l'accompagnement assez technique qu'ils sont capables d'avoir et de nous apporter au quotidien, ce qui est quelque chose de très, très précieux pour nous. Wilco va beaucoup nous accompagner sur la partie notamment financière. C'est plus d'ailleurs un accélérateur qu'un incubateur. L'idée est d'aller chercher le marché le plus vite possible grâce à leur accompagnement. Et La Turbine dans le Val d'Oise nous accompagne aujourd'hui notamment sur des solutions d'hébergement, puisque nous sommes dans des locaux qui appartiennent à l'agglomération de Cergy-Pontoise et qui sont gérés en direct par La Turbine. C'est ce qui nous a permis en fait de développer notre premier laboratoire pilote, ce qui me permet de faire une belle transition avec votre question sur la levée de fonds. La levée de fonds réalisée nous a permis de développer ce laboratoire, de le faire monter en technicité, de recruter les équipes ad hoc et de développer nos premières machines de pré-série industrielles qui seront livrées dans les prochaines semaines. Donc effectivement, c'est une levée de fonds qui nous a permis de bien concrétiser tous ces objectifs et d'arriver sur le marché. L'objectif d'industrialisation, en fait. Exactement, et de livrer nos premiers clients industriels dès l'été 2021. Et donc, du coup, où installez-vous cette nouvelle usine, si je puis dire? Donc, dans un premier temps, on est effectivement dans les locaux de l'agglomération de Cergy, comme je le disais. On va y rester encore quelques mois en 2021 pour démarrer nos outils. Et nous sommes en train aujourd'hui de réfléchir effectivement à développer une première unité de production toujours dans le Val d'Oise, d'aller chercher une surface d'à peu près 1000 m² qui nous permettrait d'acquérir de nouvelles machines et de servir en fait nos clients qui aujourd'hui nous demandent beaucoup de volume. Et alors vous avez trouvé ou bien il faut faire un appel à ceux qui ont des terrains à vous proposer? Alors on réfléchit à plusieurs solutions, notamment des solutions en partenariat avec toujours notre maraîcher du Val d'Oise. On a d'autres solutions sur lesquelles on travaille, mais effectivement la recherche de locaux est quelque chose de fondamental pour nous, donc c'est toujours intéressant d'avoir des contacts. Donc là pour l'instant vous avez choisi une diffusion, j'allais dire professionnelle, vous ne vendez pas au grand public, malheureusement je suis désolée pour nos auditeurs qui voudraient sauter sur l'occasion. Pourquoi ce choix uniquement professionnel? En fait, pour servir le consommateur final, cela implique pour nous de créer une marque, de faire du marketing, de développer un packaging précis, de gérer un circuit de distribution également, avec des réseaux de distribution précis. C'est un métier à part entière. Sachant que nous, on a déjà la contrainte du développement technologique et de l'industrialisation. À grande échelle, si on faisait ça, exactement, c'était le meilleur moyen de faire un grand écart et un vrai numéro d'équilibriste. Et je crois que le risque pour des startups comme nous, encore jeunes, c'est de vouloir faire trop de choses. Et à un moment donné, on a fait le choix de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur le métier initial, de travailler avec les industriels le plus possible. Et ça ne nous empêchera pas peut-être demain de créer une marque spécifique. Un jour peut-être, mais pas tout de suite. Exactement. En tout cas. Chaque chose en son temps, c'est pas un pas après l'autre. Exactement. Alors expliquez-nous un petit peu cette levée de fonds de 1 million d'euros. Combien de temps, comment vous avez procédé pour cette levée de fonds? Est-ce que c'était le parcours du combattant? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé des partenaires? Expliquez-nous comment vous vous êtes fait accompagner aussi sur ce thème. Alors pour nous, ça a été assez simple parce que nos produits sont très différenciants et nous avons dans nos actionnaires certains agro-industriels qui ont investi à titre personnel, donc ce qu'on appelle des business angels. Notre première levée de fonds, ce sont exclusivement des business angels. Mais c'est vrai que quand les agro-industriels nous disent vos produits sont vraiment différenciants, vraiment bons et il faut absolument industrialiser, ça donne confiance à tous les autres actionnaires. Donc effectivement, ça nous a beaucoup aidé d'avoir les premiers industriels. Donc c'est une levée qui a été, je ne devrais pas le dire, mais assez facile, assez rapide. On a eu beaucoup de chance. Donc combien de mois il a fallu pour trouver 1 million d'euros? On a levé en 3 mois. En 3 mois, oui, c'est quand même une belle opportunité pour vous de vous développer. Les machines, vous dites que vous allez investir donc en machines pour industrialiser tous ces produits de déshydratation, oui. Tout en bien sûr. Comment vous faites pour trouver les bonnes machines adéquates? Avec qui réfléchissez-vous côté technique? Alors comme on est sur une technologie innovante que personne ne sait faire, nous concevons nous-mêmes nos machines. Donc nous sommes en train d'internaliser au maximum le bureau d'études. Mon associé est ingénieur mécanique, ce qui aide beaucoup. Donc la conception de machines est faite en grande partie chez nous. Et après ça, nous avons plusieurs équipementiers partenaires avec qui nous travaillons de près ou de loin et qui nous permettent justement de réaliser la fabrication de la machine, puisque nous ne sommes pas fabricants de machines à ce stade. Bien sûr. Alors du coup, ça va vous permettre bien sûr d'embaucher cette levée de fonds. Oui. Quel développement prévoyez-vous côté salarié?
Alors, ce qu'on prévoit, c'est donc aujourd'hui, on a commencé à 2 fondateurs. Comme beaucoup de startups, où nous avons recruté assez rapidement des stagiaires qui nous ont bien aidés. Maintenant, on est en train de senioriser un petit peu les postes avec une responsable de production qui vient d'arriver, qui a 10 ans de métier, un ingénieur de production qui est un de nos anciens stagiaires qu'on a recruté. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et là, maintenant, nous sommes à la recherche de jeunes docteurs pour avancer sur la partie R&D et le développement de nos ingrédients. Et a priori, on aura aussi des opérateurs à recruter dès l'été prochain. Donc normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait être à peu près une douzaine. Une douzaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur, Romaric Janssen? Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Drive for Good. Je pense... Qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter? De la gourmandise, du plaisir, ça c'est au quotidien, du plaisir pour nous, pour les clients, et puis la capacité vraiment à réaliser notre objectif qui est de mettre une technologie innovante au service d'une industrie alimentaire pour un ingrédient sain et durable. Et du coup, la liste des produits que vous avez tout de suite référencés qui permettent cette déshydratation, vous allez l'allonger également dans le futur? C'est un de vos objectifs, ou bien les produits que vous avez sélectionnés, ça suffit pour le moment? Non, c'est un objectif de l'allonger, évidemment, comme je disais, plutôt au cœur des filières, donc d'avoir des unités de production à divers endroits, notamment en France, pour aller toucher les filières de production qui nous intéressent. Pour le fruit rouge, par exemple, on ne sera probablement pas en Île-de-France, mais tout ce qui va être légumes racines, on va rester ici. Pour la tomate, aujourd'hui, on réfléchit à la Bretagne, évidemment. Et l'idée est effectivement d'avoir plusieurs unités de production pour avoir un catalogue qui puisse s'élargir et avec chaque unité de production qui soit un minimum spécialisé, et éviter là aussi de faire le grand écart et de partir dans tous les sens. Alors, au niveau de vos clients industriels, donc les premiers, j'imagine que les commandes sont pour fabriquer en France, des produits distribués à la France. Est-ce que certains envisagent même finalement de l'exporter pour vous dans leurs autres usines, par exemple en Europe? Alors c'est vrai que nos clients actuels sont franco-français et vendent pour le marché français. Cependant, nous avons déjà des premiers clients étrangers qui vendent sur leur propre marché et également en France d'ailleurs. Romaric Janssen, merci beaucoup pour tout cet entretien. Est-ce que vous voulez faire passer un dernier message? Non, écoutez, je crois que aujourd'hui, ce qui est intéressant d'un point de vue industriel et ce qui change par rapport il y a quelques décennies, c'est que le consommateur, on va dire, impose sa façon de voir le produit à l'industriel, alors qu'à l'origine, c'était plutôt l'industriel qui imposait son produit au consommateur. C'est, je crois, quelque chose, un paradigme qui a beaucoup changé, qui évolue. Et aujourd'hui, nous, on est ravis de faire partie de cette génération qui essaye d'accompagner l'industriel pour justement mieux répondre à l'attente du consommateur. Donc en fait, on peut dire que les industriels maintenant, enfin, sont à notre écoute, contrairement, enfin c'est ça que je retiens de ce que vous venez de dire, contrairement à ce qu'il se passait il y a quelques années. Oui, je crois. Et puis je crois aussi qu'ils ont bien compris la vague Nutri-Score et Yuka. Et le problème, c'est que un outil comme Yuka est très bien fait. Alors, il faut rappeler que Yuka, c'est une plateforme sur laquelle nous, consommateurs, on peut aller pour voir la teneur des ingrédients qu'on achète. Exactement, exactement. Ce qui met un tout petit peu en défaut certaines recettes d'industriels, mais c'est pas pour autant qu'on leur permet d'avoir des solutions. Donc, d'un côté, on critique, mais on n'a pas une solution à proposer. Et c'est là que nous, on intervient en proposant des solutions d'ingrédients. C'est ce qu'on appelle des critiques constructives. Exactement. Merci beaucoup, Romaric Janssen. Si vous voulez réécouter donc cet entretien, je vous rappelle que Romaric Janssen est le patron cofondateur de la start-up Drive for Good, grâce à qui on va pouvoir manger mieux et plus sainement, grâce à nos industriels qui ensuite transforment et imaginent plein de recettes. On fait tout de suite une nouvelle pause musicale et on revient dans quelques minutes au bar de l'économie, toujours pour mettre à l'honneur aujourd'hui l'agriculture et la santé. Bonne journée sur votre radio.